Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film The Abominable Dr. Phibes. On regarde ça. Where am I? L'Abominable Dr. Phibes est un film d'horreur et de comédie noire sorti en 1971 et réalisé par Robert Fust. En Angleterre, en 1925, une série de meurtres bizarres semble viser des docteurs de renom. L'un se fait piquer par des abeilles, un se fait attaquer par des chauves-souris, un se fait étrangler par un étrange masque de grenouille dans un bal masqué, et un autre se fait tranquillement vider de son sang. L'inspecteur Trout de Scotland Yard est sur l'enquête, mais il n'y a aucun indice et il est complètement dépassé par les événements. Son enquête n'avance pas d'un iota jusqu'à ce que le tueur laisse derrière lui, par mégarde, une étrange amulette ayant le mot sang écrit en hébreu dessus. En consultant un rabbin, il comprend que le tueur assassine les gens selon les 10 plaies d'Égypte tirées du Vieux Testament et que tous les docteurs tués ont un lien en commun. Ils ont tous participé à la chirurgie qui a tué une patiente, Victoria Regina Phibes. Elle est morte sur la table d'opération et son mari, en apprenant la nouvelle, est mort dans un accident de voiture en voulant aller à son chevet rapidement. Il reste 5 docteurs vivants et le tueur se vautre toujours dans la nuit. Mais qui est ce tueur? Ça peut pas être le docteur Anton Phibes. Il est mort. N'est-ce pas? Ça a l'air très mystérieux de la façon dont je l'ai décrit, mais c'est plus pour rajouter un effet cool, parce que c'est très clair, très rapidement, que c'est vraiment Dr. Phibes le tueur. Je veux dire, même le titre le dévoile, c'est pas du tout un secret. Dr. Phibes est interprété avec malveillance et diabolisme enjoué par l'un des plus grands acteurs de films d'horreur de tous les temps, j'ai nommé Vincent Price. Vincent a commencé sa carrière avec un film de comédie qui s'appelle Service de luxe, mais c'est dans l'excellent film noir d'Otto Preminger qui s'appelle Laura que Vincent se fait remarquer. Il joue un peu plus tard dans l'excellent drame historique Dragonwyck où il interprète le vilain avec brio. En ce qui concerne le premier film d'horreur dans lequel Vincent Price aurait apparu, je peux pas dire que c'est controversé, il y a beaucoup de gens qui disent différentes affaires. Beaucoup de gens en fait disent que c'est Tower of London, mais c'est sûr que ça rentre dans l'horreur, mais c'est pas un film d'horreur 100% pur, je pense, mais c'est plus le véhicule de Boris Karloff, c'est lui qui est en vedette là-dedans. Vincent Price est plus un personnage secondaire, et c'est un peu la même chose en 1940 pour le film Return of the Invisible Man, où là il a le rôle principal, mais il fait l'homme invisible, donc on le voit pas vraiment beaucoup du film, on le voit en effets spéciaux ou en silhouette, des trucs comme ça. Le premier gros film d'horreur qui va lancer sa carrière, c'est en 1953 avec le film House of Wax. À partir de ce moment-là, il devient le Master of Menace. Ça devient 99% de sa carrière va être dans l'horreur. Et mon Dieu, quelle putain de carrière! Il a joué avec les plus grands acteurs de sa génération, Christopher Lee, Boris Karloff, Peter Lorre, Barbara Steele, Peter Cushing. Il a aussi joué dans des films de très grands réalisateurs comme Roger Corman, William Castle, Jacques Tourneur, Fritz Lang, Mario Bava et Tim Burton. Personnellement, je suis un petit peu mitigé sur Tim Burton. Par contre, je suis pas le plus grand fan de son travail, mais c'est clair qu'il y a eu une immense influence sur la pop culture américaine et cinématographique en général. Tout ça pour dire que si vous connaissez pas Vincent Price, ça vaut vraiment la peine de découvrir ses films. Des incontournables classiques comme The Fly, House of Wax, The Mask of the Red Death, The Last Man on Earth, The Pit and the Pendulum, The Tomb of Ligeia, ou encore Dr. Phibes lui-même, sa filmographie regorge de classiques et de performances incroyables. Si on pense à tous les films de Corman sur Edgar Allan Poe, il en a fait beaucoup et justement Vincent Price a joué dans beaucoup de ceux-là. Ça vaut vraiment la peine de découvrir ces films. Le film met également en vedette Joseph Cotten, qui est un acteur vraiment très bon également, qui a joué dans des classiques comme dans Citizen Kane de Orson Welles, il a joué dans The Shadow of a Doubt de Alfred Hitchcock, et également il a joué dans un des meilleurs films noirs de l'époque des années 40-50, qui est The Third Man, qui met Orson Welles aussi en vedette. C'est un film de Carol Reed, et dans ma liste de films noirs personnels, il est en deuxième position.
Donc c'est vraiment un excellent film à voir aussi, by the way. Pour en finir avec les acteurs, on a aussi droit à un caméo de Caroline Munro, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a joué dans pas mal de films d'horreur également. Elle a joué dans pas mal de films de Hammer d'ailleurs, donc elle a joué dans Dracula AD 1972 avec Christopher Lee. Elle a joué également dans Captain Kronos Vampire Hunter. Mais elle a joué dans d'autres classiques de l'horreur comme Maniac, Slaughter High. Elle a même fait une Bond Girl. En fait, elle a joué dans le film de James Bond, The Spy Who Loved Me avec Roger Moore. Mon film préféré d'elle à vie va toujours rester le film The Golden Voyage of Sinbad. En fait, le voyage fantastique de Sinbad. C'est un incroyable classique des années, je pense que c'est années 80, si je me trompe pas. C'est un film que j'adore, que je trouve badass, que j'écoute vraiment très souvent. Puis je la trouve vraiment bonne là-dedans. Mais bon, il faut se le dire, c'est un petit peu dur de la regarder dans les yeux parfois. Je dis qu'elle a un caméo parce que dans le fond, elle joue pas vraiment dans le film, si on peut dire. Elle apparaît en photo tout le long du film parce qu'en fait, son personnage c'est Victoria Regina Fives. C'est la femme de Dr. Fives qui est morte avant que le film se passe. Donc on la voit jamais genre parler ou bouger ou faire de quoi. On voit surtout sa photo avec laquelle Dr. Fives fait comme dire des monologues très inspirés et très profonds de vengeance pure. Mais on la voit une fois à la fin, très très brièvement, dans une petite scène. Dans le fond, la raison pourquoi elle voulait jouer dans le film absolument parce qu'elle voulait jouer avec Vincent Price. Mais dans le fond, elle était sous contrat avec la compagnie Hammer et donc elle n'avait pas le droit techniquement de jouer dans le film. Fait que ça l'a comme contourné certaines affaires pour qu'elle puisse jouer avec Dr. Fives, même si, bon, jouer est peut-être un grand mot dans ce cas-là. Bon, on arrive enfin à la critique du film. Bon, quoi dire? Eh bien, le film est bon. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Ah, c'est tellement une joke de merde à faire, mais c'est exactement pour ça que je l'ai fait, parce que c'est exactement le genre d'enfoiré que je suis. Tout d'abord, le visuel est vraiment coolos de la motherfuckers. Les décors sont vraiment superbes, particulièrement l'antre démoniaque du Dr. Fives. Ça look vraiment beaucoup. Puis quand il joue de l'orgue, il a vraiment l'air d'être une version LSD du fantôme de l'opéra. Puis avec ses musiciens style Clockwork, qui jouent une sorte de jazz swing rétro pendant que Fives danse avec son acolyte muette Vulnavia. C'est juste magique si tu veux. Ouais, Fives a une sidekick qui s'appelle Vulnavia. J'ai brièvement essayé de faire une recherche sur son nom là pour voir si ça existe vraiment et s'il y a une signification. Des fois les gens d'autres pays, leurs noms ont des symboliques ou veulent dire quelque chose. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé vaguement des peut-être ressemblitudes à quelque chose d'autre. Mais Vulnavia serait vraiment un truc qui a été créé pour le film. Personnellement, je ne trippe pas sur ce nom-là, mais je me dis ça pourrait être pire. Elle pourrait s'appeler Vulvania. Ça me semble que ça serait un petit peu pire, ça. Puis dans le fond, on n'apprend rien sur elle. On sait pas d'où elle vient. On sait pas ce qui la motive. On sait pas pourquoi elle est Dr. Fives. On sait vraiment rien sur elle. Étant donné que c'est le Dr. Fives qui a créé les espèces de clockwork robots qu'on voit qui jouent de la musique, beaucoup ont spéculé sur le fait que Vulnavia serait peut-être une espèce de modèle 3.0, genre des Clockwork. Elle serait vraiment une espèce de robot qui l'aide. Ça expliquerait pourquoi qu'elle parle pas, pourquoi qu'elle est comme vraiment toujours stoïque du visage. Mais en même temps, ça tient plus ou moins la route dans le sens où il y a une scène où est-ce qu'elle fume une cigarette. Puis tu sais, je sais pas, je me questionne sur le fait de construire une espèce de clockwork robot qui a des poumons puis qui fume une clope. Mais éventuellement, le scénariste a mis ça au clair. Il a dit que dans les premières versions du scénario, Vulvania était en fait une Clockwork Robot, en fait, et que ça a été changé par le réalisateur qui a modifié certains trucs du film, particulièrement à la fin. Il a changé beaucoup d'affaires lui-même. Au départ, ça supposait être ça, mais le réalisateur Robert Fuse trouvait que ça serait plus le fun d'avoir une acolyte qui est un petit peu plus fluide, qui peut l'aider un peu plus que de bouger tout le temps en Clockwork. Donc, mais il a décidé de garder l'idée qu'elle est muette et qu'on sait pas trop qui elle est. Donc, voilà. J'aime vraiment l'ampleur du plan de vengeance de Dr. Fives.
Si on parle de n'importe quel autre vilain dans l'histoire de la vilainitude qui veut se venger, dans le fond, il va sûrement avoir une espèce de mur où il y a des photos des personnages qu'il veut tuer, puis à chaque fois qu'il les tue, ben, il est coche, ou juste à la limite leur nom sur un tableau qui va comme barrer. Dr. Fives, il met ça à un autre niveau. Lui, dans le fond, il y a une table ronde rotative sur laquelle il a mis des bustes sculptés de chaque docteur. Et dans le fond, lorsqu'il tue un docteur, il va mettre le collier avec l'amulette, avec le mot qui représente la plaie d'Égypte, avec lequel il a tué le gars, le docteur. Et après, il va brûler leur face avec un chalumeau. Tu sais, je veux dire, c'est over the top, ben raide, puis c'est fucking cool, ça look, puis c'est original. Tu sais, je veux dire, l'originalité, c'est pas tout le temps de réinventer la roue, c'est souvent d'utiliser la roue à bon escient, puis de faire de la façon que tu fais la chose va se démarquer, puis dans ce cas-là, c'est vraiment, ça se démarque vraiment beaucoup. Ça, c'est être crissement dévoué à sa vengeance, et il y a mon sceau d'approbation dessus. Il y a parfois certains cadrages qui sont vraiment weird, si on peut dire, disons pas conventionnels. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Justement, on sait pas trop à quoi s'attendre, puis des fois on voit un plan, on fait comme, c'est bien bizarre. Mais moi j'aime ça, le bizarre, il faut que ça soit bizarre. C'est pour ça que j'anime le cinéma des curiosités, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Puis il y a des plans là-dedans que, selon moi, le cadrage fait en sorte que ça se distingue vraiment beaucoup. Puis les meurtres sont vraiment bien originaux. Sont pas très gore ou sanglants par contre, mais c'est juste des bonnes idées bien utilisées, puis saupoudrées un petit peu d'humour noir par-dessus, donc ça a vraiment tout ce qu'il faut pour être super divertissant. J'ai parlé un petit peu de l'humour, mais en fait, pour apprécier l'humour du film, faut aimer l'humour noir, mais également aimer le style d'humour britannique, parce que le film est un film d'Angleterre, donc tu sais, le style d'humour est un petit peu plus subtil que l'humour des Américains. C'est un humour qui est un espèce de mélange d'esprit, de non-sens, mais en même temps, un peu de cynisme emballé dans de la politesse. D'une certaine façon. Fait, c'est un style qui est comme vraiment particulier. C'est pas de l'humour que tu te tapes ses cuisses à force de rire, mais c'est de l'humour de dialogue ou de situation que ça nous fait. J'ai juste le mot en anglais, le mot chuckle, le mot, tu sais, c'est pas, tu ris pas en fou, mais c'est vraiment juste le fun. T'sais. Comme quand Fives vide le docteur de son sang au début du film, maintenant le travail est fini, il sort hors du champ de la caméra pour revenir, regarder le tableau artistique en arrière, puis se retourne et regarde le cadavre avec une espèce de dégoût du genre « Wow, ce gars-là, il a vraiment très mauvais goût. » Ou quand les policiers protègent un des docteurs à peu près aux 3/4 du film et ils sont sûrs de sa sécurité, ils sont très confiants qu'ils ont la situation en main, puis ils rouvrent une porte et une statue de licorne est catapultée puis empale le docteur sous leurs yeux. Ça rajoute vraiment de la saveur au film. Il y a un fait particulier dans le film, c'est le fait que le Dr. Fives ne parle pas vraiment. Il parle, mais indirectement, d'une certaine façon. Puis c'est une décision qui est assez audacieuse parce que t'as quand même Vincent Price dans ton film, puis ce gars-là, il est reconnu pour avoir une voix vraiment badass, puis vraiment parfaite pour l'horreur. Petite parenthèse, pour ceux qui ne le savaient pas, la chanson de Michael Jackson, Thriller, en fait, il y a un moment dans la chanson où il y a un gars qui parle et qui récite un monologue effrayant. Ben, en fait, c'est Vincent Price, donc ça vous donne une idée un peu de son type de voix, qui est quand même très, très, très savoureux. Fin de la parenthèse. Dans le fond, le Dr. Fives a perdu la voix quand il a eu son accident de voiture, quand il se rendait au chevet de sa femme qui était décédée. Donc, il a réussi à inventer un moyen de parler à travers un phonographe. Dans le fond, il fait comme se plugger une espèce de fil dans le cou. Il y a comme une espèce d'appareil, puis il se plug le fil dans le cou, puis il parle à travers le phonographe. 9 killed you. 9 shall die. 9 eternities in doom. C'est vraiment, vraiment cool pour l'originalité du truc, de le voir faire ses grimaces, parce qu'il vu qu'il peut pas parler, puis il fait juste bouger le visage vraiment, puis on voit que son cou bouge énormément pour faire vibrer le son. Donc c'est vraiment super original. C'est sûr que ça aurait été le fun de le voir jouer l'intensité, tu sais, il est tellement bon là-dedans de faire des faces diaboliques, puis tu sais, de son sourire, ou tu sais, de parler intensément, mais en même temps, c'est tellement iconique de Dr. Fives, ça le met tellement en part de ses autres rôles, que c'est quand même
sais, que je changerais pas ça pantoute. Mais tu sais, c'est vraiment un cas assez particulier. Un truc qui est assez drôle dans le film, c'est qu'ils utilisent les 10 plaies d'Égypte comme base de la vengeance de Phoebes, mais en fait, les 10 plaies d'Égypte n'ont pas été tout à fait respectées. Les moustiques et les mouches sont des plaies d'Égypte que le réalisateur n'a pas voulu utiliser, il les a remplacées par les chauves-souris et les rats, et dans le fond, c'est parce qu'il trouvait que les moustiques et les mouches, c'est pas super cinématographique. Bon, c'est vrai que se faire tuer par une mouche, c'est pas si horrible que ça. Si je dois parler de points négatifs, je pourrais dire que le film est un petit peu inégal. Les scènes avec Phoebes sont vraiment super divertissantes, mais les scènes avec les policiers sont un petit peu moins intéressantes. Ils sont pas plates, mais en comparaison avec l'excellence de Phoebes, c'est un petit peu plus fade en comparaison. Puis vu qu'on sait dès le départ que Phoebes est le tueur, bon, c'est même dit dans le titre, je dirais que le film, ça fait en sorte que le film manque de suspense un peu. C'est beaucoup plus un effet de style que de la tension dramatique. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant, mais c'est quand même un choix très strict du réalisateur et ça va en divertir beaucoup, mais ça va peut-être en ennuyer d'autres. Aussi, les personnages des policiers et quelques personnages secondaires sont joués de façon très caricaturale et certains, bon, avec même beaucoup d'excessivité, si je peux m'exprimer mal ainsi. Fait que, tu sais, moi j'aime bien le tongue-in-cheek, mais ça pourrait peut-être faire en sorte que certaines personnes ne pourraient pas embarquer dans le film. Un autre point à mentionner, c'est que c'est un film britannique et il y a un personnage particulièrement qui est vraiment très très british, ce qui fait qu'il est extrêmement dur à comprendre. Il parle vite, puis vraiment, il marche ses mots. Donc, ma version, moi, du film n'a pas de sous-titres. Je sais qu'il y a la version française, par contre, sur le DVD. Moi, je l'écoute tout le temps en version originale, mais tu sais, justement, j'ai pas de sous-titres. Fait que comprendre ce personnage-là, c'est un petit peu plus difficile. En fait, je comprends fuck all ce qu'il dit. Well, we've managed to withhold most I of don't propose to go into the seriousness of this, Crow, but if the press do get hold of this... We'd have a disaster on our hands. What the hell do you think we got at the moment? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, je vais répondre quelque chose, sinon ils vont penser que je suis niaiseux. Jamais 203. Wow. Et pour un public moderne qui n'est pas habitué au rythme un petit peu plus lent des anciens films ou aux effets spéciaux de l'époque, le film peut décevoir certaines personnes au niveau des morts surtout. Même si les morts sont très originales, vu qu'ils sont pas super sanglantes ou rythmées de la même façon, ça peut décevoir certaines personnes. Moi, je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est le fun de découvrir une autre époque, comment ils voyaient l'horreur et avec les techniques qu'ils avaient. Donc c'est vraiment très cool pour ça. Mais en même temps, on peut dire que le Dr. Phoebes, il y a un des setups qui fait quasiment penser aujourd'hui au film Décadence. Quasiment. Donc, on peut voir un précurseur à Décadence. Pour moi, ces points négatifs-là sont pas tant des points négatifs, c'est juste que je me dis, pour un public qui a pas vu le film et qui est pas habitué de voir des vieux films comme ça, ça peut être des choses à garder en tête lors du visionnement. Mais moi, personnellement, j'adore ce film-là. Il y a également eu une suite à Dr. Phoebes qui s'appelle Dr. Phoebes Rise Again. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé la suite. C'est pas un film mauvais, mais c'est un film qui est vraiment... il n'y a rien de mémorable dans le film. L'histoire est comme moins intéressante. Les meurtres, il y en a beaucoup moins, puis sont moins créatifs que dans le premier. Le but de Dr. Phoebes c'est comme moins le fun. Je sais pas, c'est moins créatif, c'est moins visuellement, c'est un peu moins intéressant également. Il y a comme une couple de sets qui sont comme intéressants à voir, mais on dirait que tout dans le film est comme moins bon que dans le premier. Fait que c'est pas une suite que je conseille beaucoup. Si t'achètes le DVD comme celui que j'ai, où t'as les deux films avec, ça vaut la peine de les écouter. Mais tu sais, j'ai regardé le Dr. Phoebes, le premier, je sais pas moi, peut-être une quinzaine de fois. Puis le 2, je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté quand j'ai acheté le DVD, puis quand j'ai commencé à vouloir écrire sur Dr. Phoebes, je me dis, on va me taper à la suite avec. Puis tu sais, je sais pas.
Il n'y a rien de mémorable dedans. D'ailleurs, quand que Dr. Phibes a sorti, ça a été un très grand succès. Et dans le fond, ils ont voulu faire une trilogie même au départ, mais lorsque le 2 s'est un petit peu planté au box-office, l'idée du troisième est un petit peu tombée à l'eau. Par contre, il y a beaucoup de fans qui considèrent le film Theater of Blood, qui met en scène justement Vincent Price, qui a été fait après Dr. Phibes Rise Again, comme une espèce de suite spirituelle au Dr. Phibes, parce que c'est un peu une histoire de vengeance, un peu le même type de personnage, un peu le même style d'humour également, sauf que lui, il tombe un petit peu plus dans le grand guignol, dans le style grand guignol, mais dans le fond, c'est ça. Beaucoup de monde considère que c'est une espèce de suite spirituelle. Je vous conseille quand même de le voir, c'est un film qui est quand même divertissant. Donc si on résume le tout, on a un Vincent Price en très grande forme, une ambiance baroque et originale, des meurtres créatifs, de l'humour noir. On a aussi de la musique rétro avec une ambiance des années 20-30, très cool. Et aussi, majoritairement, on a une voix unique dans l'horreur. Le film est pas vraiment un slasher, mais est pas vraiment non plus un film gothique classique. On a plus droit à une espèce de mix entre un genre de trailer d'art visuel et une grosse farce macabre savoureuse. Pis toi, t'en penses quoi du film? Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine!